J'ai juste envie de réagir avant de commencer à une chose que Patrick Vivray a dit. Il a dit, si on est candidat aujourd'hui, je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit, à une exception, si on est candidat aujourd'hui, c'est un indicateur d'irresponsabilité. J'ai été candidat, je travaillais dans le business, j'ai travaillé 22 ans dans une multinationale américaine, je me suis engagé à peu près en même temps en politique, c'était en 91, mais je me suis porté candidat en 2009 et justement par sens des responsabilités. Parce que je n'ai jamais voulu, ayant vu la mondialisation financière de l'intérieur, je pensais qu'il était de ma responsabilité de ne pas rester au balcon. Et donc je me suis engagé, je dis souvent, je suis marié à une cause, je ne suis pas marié à un parti. Et je le pense vraiment. Je l'ai déjà dit à mon parti, ce qui ne m'a pas valu que des amis. Parce qu'en effet, la politique aujourd'hui est un jeu de compétition et tous ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. Et je pense qu'il faut en effet sortir de là. Et si on veut réhabiliter la démocratie, il va falloir vraiment réinventer les formes. Comment faire entendre les voix des citoyennes des pouvoirs politiques et économiques? On est confronté à une oligarchie. Comment est-ce qu'on va se faire entendre? Fondamentalement, quels sont les stimuli auxquels ces gens-là sont sensibles? Les politiques, que je connais d'un peu plus près maintenant, sont sensibles à une seule chose, c'est garder leur pouvoir. C'est simple. Et tout ce qui ne menace pas leur pouvoir, ils n'en ont pas grand-chose à faire. L'oligarchie économique est sensible à une chose, c'est le profit à court terme. Tout ce qui ne menace pas son profit à court terme, ils n'en ont rien à faire. Et donc, si on veut véritablement se faire entendre, il faut agir sur l'un et sur l'autre. C'est d'une part son bulletin de vote, et je continue à croire à cette bien vieille méthode, et l'autre, c'est son autre bulletin de vote, celui qu'il utilise tous les jours, et pas une fois tous les enfants en France, c'est assez fréquent, mais tous les X temps en tout cas, c'est celui qu'il utilise tous les jours, quand il en a un peu, c'est en tout cas de voter avec son argent et son comportement. Et je constate que ces méthodes peuvent marcher, j'y reviendrai tout à l'heure, mais en tout cas, en effet, lorsque par le vote arrivent dans les institutions des gens qui, fussent-ils minoritaires, sont déterminés à porter une transformation radicale du système, malgré tout, ça dérange ceux qui sont en place. Et je vais donner quelques exemples tout à l'heure. Mais quand le citoyen dit « moi je vais quitter Deutsche Bank ou BNP Paribas pour aller mettre mon argent ailleurs, je vais cesser d'acheter les produits d'X, Y ou Z parce que ces gens ne correspondent pas à mes standards », eh bien ça a de l'effet. J'ai démarré il y a quelques années un site qui s'appelle les 7 péchés capitaux des banques, dans lequel, sur la base bêtement des informations disponibles dans le rapport annuel, je crée un ranking des banques en fonction de leurs activités, du degré auquel elles servent l'économie réelle, du degré auquel elles sont actives dans les paradis fiscaux, etc. Évidemment, Deutsche Bank est tout en tête du classement des gangsters. Eh bien, ça m'a valu la visite dans mon bureau du chef lobbyiste de Deutsche Bank à Bruxelles, accompagné du patron de Deutsche Bank en Belgique, qui s'est plaint que je leur faisais une publicité négative et qu'ils devaient répondre à plein d'appels. Mais que c'était pas très gentil parce qu'ils avaient changé. J'ai dit, écoutez, je vous croirai quand je le verrai. Jusque maintenant, je n'ai pas vu. Et donc, je me suis dit, bon, même des petits trucs comme ça, ils y sont sensibles. Alors, bien sûr, c'est pas suffisant. Deutsche Bank, c'est pas un petit site comme ça qui va leur faire changer d'avis. Mais je constate qu'ils sont sensibles à ce genre de choses. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que si le pouvoir politique n'arrive plus de pouvoir, eh bien, je ne pense pas que les multinationales dépenseraient des centaines de millions de dollars, plutôt des milliards, à nous lobbyer. En général, ils sont soucieux d'optimiser leurs profits. Ils ne dépenseraient pas de l'argent à essayer de nous voir régulièrement et nous influencer si nous n'avions pas vraiment d'influence sur leurs affaires. Autrement dit, une chose est d'avoir une vision de société, autre chose est d'être capable de s'en faire le pédagogue, de faire comprendre en effet, et je suis à moitié d'accord avec Suzanne quand elle dit le monde est devenu beaucoup plus compliqué que dans les années 60 ou 70. Moi, je ne crois pas qu'il est beaucoup plus compliqué. Et donc, je crois que ce travail de pédagogie, il est double. Il est à la fois être capable de faire la pédagogie du monde dans lequel nous vivons, tel qu'il est, autrement dit, la compréhension du monde, mais du monde tel qu'il pourrait être. Et c'est une double pédagogie. On peut penser aux monnaies alternatives ou complémentaires, on peut penser au réseau court, on peut penser à toutes sortes de choses, au réseau d'échange de savoir, à la gratuité, à la préservation des biens communs. Je veux dire, des expériences de terrain se vivent par centaines et par milliers.
Et donc, une partie du politique est d'ouvrir les yeux de nos concitoyens sur ce qui se vit déjà. Et donc, je voudrais dire que, finalement, on doit être capable d'articuler tout ça pour pouvoir amorcer la transformation. Et donc, face à ces gens-là, d'abord le bon sens, d'abord la pédagogie. Autrement dit, la pédagogie, c'est aussi démonter leur bullshit. Première chose. Mais deux, je crois que l'arme la plus puissante à notre disposition est la transparence. Et je vais prendre l'autre exemple récent. Rappelez-vous LuxLeaks. Ça date d'il y a quelques semaines. Tout le monde le sait. La seule chose que LuxLeaks nous a appris, c'est les noms et les chiffres. Quelques noms et quelques chiffres. Qu'est-ce qui s'est passé? Jean-Claude Juncker s'est caché pendant 6 jours. Autrement dit, la transparence, la pédagogie d'une part, la transparence de l'autre, sont deux armes qui créent un rapport de force qui nous permet, peut-être, on va le voir, d'imprimer du changement. Pourquoi est-ce que le mandat de négociation du TTIP a été gardé secret et que les documents de négociation sont secrets? Je disais à quelqu'un en rentrant qu'on ne peut aller dans la salle où les parlementaires européens ont accès aux documents à la limite qu'à poil parce qu'on ne peut pas avoir de bic, pas de crayon, pas de téléphone portable, pas d'appareil photo, je ne sais pas. Bon, voilà, donc ça prouve bien que la transparence est nuisible aux intérêts de l'oligarchie. Parce que malgré tout, ils se disent que si les choses sont amenées à la surface, alors peut-être les citoyens vont voter avec leur bulletin de vote et avec leurs sous différemment. Et donc voilà les deux armes, je pense, qui sont les armes les plus puissantes à notre disposition pour imprimer un changement. Et voilà deux leviers qui nous permettent, je pense, d'inverser la tendance. Et quel est l'outil à utiliser pour ça? C'est ce que moi j'appelle toujours la tenaille, et donc désolé pour ceux d'entre vous qui m'ont déjà entendu en parler, mais c'est la présence dans les institutions d'une minorité agissante qui est prête à mener le combat jusqu'au bout, pour la justice fiscale, pour la lutte contre le changement climatique, etc. Ne serait-il que minoritaires, ils sont dans les lieux. Mais pour gagner, puisqu'ils sont minoritaires, ils doivent pouvoir s'articuler à la pression citoyenne. Et je vais terminer par un exemple, je ne sais pas où j'en suis au niveau de mon temps, c'est trop. Bon, ben, peu importe, on en reparlera alors. Mais c'est comme ça qu'on a gagné sur la limitation des bonus des banquiers, c'est comme ça qu'on a gagné sur la transparence comptable pays par pays sur les banques, etc., etc. C'est en utilisant la tenaille qu'on gagne, quand on est minoritaire, sinon on peut utiliser le marteau.